L'UNADEV et la recherche médicale. Quand la générosité des donateurs fait avancer la médecine. Un film d'Alexandre Rakowski. UNADEV Christine, bonjour. Depuis plus de 80 ans, l'Union nationale des aveugles et déficients visuels œuvre dans le but d'aider les aveugles et malvoyants au quotidien. Je suis Miguel Nicolas, téléconseiller à l'UNADEV, l'Union nationale des aveugles. Nous réalisons une enquête de qualité et de satisfaction, monsieur Groppo. René Breton, président de l'UNADEV. En 2006, notre conseil d'administration a décidé d'apporter son soutien à différentes équipes de chercheurs. C'est ainsi que plus de 2 millions d'euros en 5 ans ont été remis à des équipes qui travaillent sur différents programmes dans différentes régions de France. Angers, Bordeaux, Bron, Lyon, Montpellier, Nice, Paris, Strasbourg et Toulouse. Professeur Joseph Collin. La question que se posent les donateurs, c'est bien sûr de savoir comment sont choisis, comment sont retenus les projets de recherche scientifique qui sont soumis à l'UNADEV pour un éventuel financement. Alors je dois vous dire que l'UNADEV a eu cette stratégie tout à fait utile, intéressante, de créer un conseil scientifique, il y a maintenant 4 ans, un conseil scientifique constitué de plusieurs experts, et j'ai le plaisir d'être le président de ce conseil scientifique depuis sa création. Donc nous sommes réunis, nous avons réfléchi sur les façons d'évaluer les dossiers qui sont toujours de très haute qualité scientifique, et nous avons retenu de façon consensuelle un système de grilles, les grilles de notation, de cotation qui sont utilisées dans les grands dossiers des organismes publics INSERM, CNRS en France. Donc ce sont sur ces bases que sont retenus tous les ans un certain nombre de dossiers qui entrent dans l'enveloppe budgétaire proposée par l'UNADEV. En tant que président de ce conseil scientifique, je tiens vraiment à remercier l'UNADEV dans sa structure d'organisation, mais surtout les donateurs de l'UNADEV qui contribuent donc au financement d'études de haute qualité sur des aspects fondamentaux, des aspects génétiques, sur des aspects épidémiologiques de ces maladies, et aussi sur les aspects cliniques et thérapeutiques qui intéressent les patients en premier chef. De 2006 à 2011, l'UNADEV a versé, au titre de l'aide à la recherche, 450 000 € aux équipes en danger. « 622 000 € aux équipes de Bordeaux. « 49 000 € à l'équipe de Bron. « 840 000 € aux équipes de Montpellier. « 16 050 € à l'équipe de Nice. « 161 398 € aux équipes de Paris. « 390 000 € à l'équipe de Strasbourg. « 41 000 € à l'équipe de Toulouse. Les résultats. En termes de résultats, bien sûr, on a un certain nombre de choses qui avancent bien. Une partie de notre recherche est, disons, dévolue à l'identification des gènes, comme je l'ai dit auparavant, mais aussi à l'identification de nouveaux gènes, des gènes dont on ne sait pas encore qu'ils sont impliqués dans ces maladies et dont on va déterminer qu'effectivement ils le sont. Donc pour ça,
il y a toute une stratégie particulière de recherche qui est facilitée maintenant par ce qu'on appelle le séquençage à très haut débit, hein, et donc qui permet d'identifier ces gènes-là. Donc là, on a plusieurs nouveaux gènes qu'on vient d'identifier dans des maladies de la macula, c'est-à-dire la partie centrale de la rétine, dans les rétinopathies pigmentaires et dans les maladies du nerf optique. Nous avons pu acquérir à travers ce financement une expertise qui devient maintenant nationale, voire même internationale, au moins à l'échelle européenne pour nous, et qui est en fait l'étude du métabolisme d'un composé majeur dans la vision, qui est le métabolisme de la vitamine A. L'expertise qu'on a pu acquérir sur l'analyse de ces rétinoïdes et de ces dérivés de la vitamine A est une expertise très importante pour nous. Et c'est notre pain quotidien et notre travail de tous les jours que d'analyser dans les modèles aussi bien cellulaires que les modèles de souris le devenir de cette vitamine A au niveau de l'œil. Cette étude IRM va éventuellement ouvrir la voie à toute la partie neurodégénérative et la partie vasculaire et va nous permettre d'explorer l'ensemble des possibilités diagnostiques et thérapeutiques qui en découlent au niveau de la prise en charge du patient glaucomateux. On a pu identifier un certain nombre de molécules et ces molécules vont nous permettre d'élaborer un certain nombre de médicaments et ces médicaments donc, qui vont être testés chez nos malades vont pouvoir, on l'espère, améliorer leur confort visuel et pouvoir donc restaurer en partie une partie de leur vision. Il y a déjà un premier essai clinique qui est issu de ces recherches, qui s'est mis en place sous la tutelle du professeur Dan Milea et du professeur Christophe Verny. Et dans ces maladies du nerf optique, un traitement qui limite la mort cellulaire est fourni aux patients. Et ce qu'on espère, c'est qu'il va pouvoir réduire la dégénérescence du nerf optique dans ces maladies et donc limiter la perte de vision. On est au tout début de cette étude, mais ce qu'on a pu démontrer, c'est en utilisant des techniques d'infection virale qui nous permet d'introduire la séquence de la mélatonine dans la rétine chez le singe. On est en train de les entraîner et de voir, premièrement, est-ce qu'ils peuvent détecter la lumière ? Deuxièmement, est-ce qu'ils peuvent détecter un objet ou une image? Et puis, avec quel degré de précision ils peuvent détecter des images ou ils peuvent détecter du mouvement ou des autres choses nécessaires pour la vision. Donc on peut espérer, je pense que au bout de 5 ou 10 ans, que si cette technique marche chez le singe, on peut l'appliquer également chez l'homme en utilisant exactement la même méthodologie qu'on utilise aujourd'hui chez le singe. Aujourd'hui, on est en essai clinique avec un nouveau médicament pour traiter certains œdèmes maculaires. On a fait un premier essai pilote sur une trentaine de patients qui a été extrêmement concluant et aujourd'hui on est sur une étude randomisée en clinique. Ça a permis aussi de déposer des brevets. Donc ça a été vraiment quelque chose de fondamental dans la poursuite de ce travail, car si nous n'avions pas d'aide, eh bien, nous aurions été obligés d'interrompre. Et une piste qui s'est avérée être une piste tout à fait valide, puisqu'elle aboutit probablement à un traitement. C'est un travail qui a mis 8 ans à se mettre en place, c'est un travail dont la phase préclinique a été extrêmement longue. La preuve de concept chez l'animal, le rat, a été effectuée. Maintenant, nous passons chez le primate et nous commençons à essayer de recruter des patients qui portent cette mutation qui nous intéresse pour espérer qu'un jour, d'ici peut-être 12-18 mois, nous pourrons débuter l'essai des thérapies géniques. Nous avons mis en place une base de données au sein du centre, de façon à recueillir les informations de tous nos patients. Cette base de données a été mise en place sur un projet UNADEV. Nous avons aussi travaillé avec la thématique de dépistage des facteurs de risque liés au kératocone, en collaboration pendant 1 an avec le professeur Tayeb, qui est donc dermatologue au CHU de Bordeaux, et notamment le docteur Catherine Droicourt, qui a mis en place avec nous une consultation couplée de dermatologie et d'ophtalmologie visant à prélever le sang de certains patients pour faire des analyses génétiques. Ça a fait l'objet d'une publication et
il y a à présent d'autres voies de recherche pour essayer de trouver un marqueur génétique du kératocone, et cela est complété par les travaux très avancés sur d'autres gènes qui sont réalisés à Toulouse. Le projet, donc financé par l'UNADEV depuis maintenant 2 ans, est en train d'aboutir. Donc la première partie du projet va être soumise à publication dans quelques semaines. Et pour la deuxième partie, nous avons des résultats qui sont très prometteurs. Nous les avons eus il y a une petite quinzaine de jours, donc nous sommes très excités et nous avons vraiment très confiance dans les résultats que nous avons d'ores et déjà obtenus. Ça va nous donner des points d'accès directs. Et c'est vraiment très important. En tout cas, dans la mucoviscidose, ça a très bien marché et on arrive maintenant à voir qu'un gène est modificateur de gravité. Nous avons déjà obtenu un certain nombre de résultats préliminaires qui nous ont permis justement de justifier notre demande budgétaire auprès de l'UNADEV. Ces résultats préliminaires sont très intéressants car confirment que les gènes sur lesquels nous travaillons produisent des protéines qui sont clairement, aujourd'hui, grâce à nos travaux, impliquées dans le métabolisme énergétique du système nerveux central. Et nous pensons donc aussi au niveau de la rétine. Nous allons vouloir, dans les mois et les années à venir, identifier les protéines partenaires des protéines sur lesquelles nous travaillons pour voir quelles pourraient être les nouvelles stratégies thérapeutiques à envisager pour le plus grand nombre. On est dans l'étape encore cellulaire où on va valider les produits qui sont identifiés, qui ont été identifiés dans ces cribles moléculaires. Et j'ose imaginer que d'ici la fin de l'année, on pourra commencer à envisager de traiter nos souris avec ces différents produits et de pouvoir suivre par la suite l'effet bénéfique que peut représenter l'administration de ces produits sur les souris avant de passer on l'espère, d'une manière relativement rapide vers les patients. Théoriquement, on devrait pouvoir dégager donc des hypothèses thérapeutiques qui, nous l'espérons, pourront se concrétiser par des essais thérapeutiques avec des molécules chez l'homme. Et d'autre part, peut-être, grâce à des essais de thérapie génique, nous pourrons amener chez l'homme, comme ça a été le cas dans d'autres exemples de rétinopathie pigmentaire, sur des gènes qui sont différents, donc amener grâce à un virus chez l'homme le gène défectueux pour réparer l'anomalie et pour empêcher la rétine de dégénérer. Quels sont les premiers résultats qu'on a pu avoir? On a fait déjà quelques semaines de dépistage. Évidemment, je ne peux pas vous livrer les résultats terminaux parce qu'il nous manque d'autres semaines de dépistage et d'autres maisons à couvrir. Alors, le premier point qui a été important, c'est qu'on a toujours été extrêmement bien reçus puisqu'on s'est aperçu en fait qu'en contactant les médecins coordinateurs de ces maisons de retraite, dans la plupart des cas, il n'y avait aucun suivi ophtalmologique qui soit organisé. Les bénéfices directs et indirects de cette enquête nous permettent de faire valoir l'existence et la création de ces nouvelles structures dans les Alpes-Maritimes pour 2012. Le début de cette étude a permis aussi d'alerter les maisons sur la nécessité d'avoir un travail collectif et une organisation structurée autour de leurs patients et de leurs pensionnaires par rapport à la santé visuelle. Comme nous vous l'avons signalé, cette étude et cette recherche actuelle s'inscrit dans le cadre d'un projet global de recherche et de développement que nous menons au sein du service sur cette deuxième cause de cécité dans le monde. Il est évident que ces premières études nécessiteront des confirmations et certainement avec des appareils complémentaires. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons conserver et développer ce partenariat grâce à l'UNADEV, initié cette année et qui, nous l'espérons, pourra perdurer de nombreuses années. De 2006 à 2011, l'UNADEV a versé plus de 2 800 000 € au titre de l'aide à la recherche. René Breton, président de l'UNADEV. Cette politique de l'UNADEV consistant à promouvoir l'aide à la recherche ophtalmologique est rendue possible grâce à nos centaines de milliers de donateurs qui, année après année, nous apportent leur soutien par de nombreux dons. Et à ce titre, au nom du conseil d'administration de l'UNADEV, je tiens à les remercier chaleureusement pour leur fidélité et l'aide qu'ils nous apportent.
Producteur Jean-Philippe Cross. Image et montage Alexandre Rakowski. Image de synthèse Arnaud Chevrolier. Musique et mixage Clément Allais. Assistante de production Vanessa Pigassou. Documentaliste Laetitia Dell. Chargée de communication Cécile Coulon-Deslois. Relations presse Ludwig Mendes. Conseiller scientifique Thibaut Fourteau. Conseiller rédactionnel Christine Vilissec. Assistant à la réalisation Clément Allais, Cécile de Ponty, Tan Pandou, Jérôme Chanty.